Vous devez faire face à un projet design ambitieux. Les solutions sont nombreuses et vous avez peur de partir dans la mauvaise direction. C'est normal. Explorons ensemble plusieurs méthodes afin de dérisquer un nouveau concept produit. Parlons. Cette saison est sponsorisée par Pablo.club, la plus grande librairie gratuite de screenshots dédiée aux product people. Lien en description. Salut, c'est Romain Bergena, bienvenue dans Parlons Design pour parler de comment dérisquer un concept produit avec des méthodes en interne et des méthodes en externe. Alors ça, c'est quelque chose auquel on peut avoir face régulièrement quand on se lance dans des gros projets, type une refonte, une nouvelle feature innovante, le travail sur un outil complexe. Très rapidement, quand on va rentrer dans ces univers très larges, on va anticiper potentiellement beaucoup de directions possibles et potentiellement se sentir perdu, ne pas savoir où aller, avoir peur de faire la mauvaise décision. Et c'est normal parce que souvent, dans ces gros projets en jeu, dans ces projets ambitieux, le plus gros risque auquel on peut faire face, c'est le risque de partir sur le mauvais concept, la mauvaise destination, la mauvaise direction plutôt, et du coup arriver sur quelque chose qui à la fin vous semblera pas entièrement satisfaisant, mais où ce sera trop tard pour faire marche en arrière parce qu'en fait l'erreur elle aura été commise dès le début dans vraiment la direction globale du projet. Mais heureusement il y a plusieurs outils qui peuvent nous aider à faire cette décision efficacement, à faire cette décision de manière relativement sécurisée. Bien évidemment, il faut toujours choisir le bon niveau, hein. Et donc les 3 outils qu'on va voir ensemble, c'est déjà les outils d'idéation partagée qui permettent de mieux définir le problème. Derrière, les outils de challenge interne qui permettent très rapidement, dès qu'on a des premières idées, de venir les challenger et d'en tirer beaucoup de valeur très rapidement pour assurer la suite. Et bien évidemment, des outils de challenge externe qui vont plutôt permettre de venir confirmer une hypothèse déjà plutôt bien cadrée. Alors, on va commencer avec la première partie, les outils d'idéation partagée. C'est vraiment la première façon de dérisquer, c'est de co-construire avec les parties prenantes en interne ou les parties prenantes en externe dès l'identification de la problématique qu'on veut résoudre. L'objectif à cet état, ça va vraiment être de découvrir le plus tôt possible les problèmes, les habitudes et les erreurs passées qui ont pu être commis sur des projets similaires. Alors, comment tout simplement, on va le faire en récupérant de l'input le plus tôt possible et en fonction du contexte projet, ça va pas être les mêmes méthodes qui vont être adaptées. Si vous travaillez sur un redesign d'une interface existante, il y a une méthode hyper adaptée que je vous recommande, c'est le post-it trashing. En gros, vous allez mettre les écrans, les interfaces existantes qui résoudent la problématique à disposition d'utilisateurs internes ou d'utilisateurs externes à votre société et leur demander de critiquer tout l'existant. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien, qu'est-ce qui est cassé depuis longtemps et leur pose problème, qu'est-ce qui est manquant et vraiment tout simplement de faire ce travail de réaction par rapport à l'existant. C'est une méthode hyper rapide. Pourquoi post-it trashing? Parce que si vous l'organisez en physique, les post-it c'est parfait pour ça. Et si vous l'organisez en digital, ça marche également avec un système de post-it numérique. Mais bon, ça peut marcher que dans le cadre d'un redesign ou dans le cadre du fait qu'il y ait déjà une solution à ce problème. Si c'est un nouveau projet entièrement, ça va plutôt souvent passer par des formulaires de besoins. Donc allez vraiment recueillir du feedback sur la problématique identifiée, savoir à quelle récurrence la problématique apparaît, est-ce qu'il y a déjà des solutions de contournement à cette problématique et souvent vous allez pouvoir apprendre là-dessus. Alors ça, ces formulaires-là, il faut essayer de les partager à l'audience cible à laquelle vous allez essayer de répondre et de le partager à un public assez large parce que sans données relativement quantitatives, vous allez avoir du mal à en tirer des patterns et des infos intéressantes. Également, si c'est plutôt un outil complexe sur lequel vous allez travailler, un atelier du type inventer votre outil parfait peut être idéal, où vous allez en petits groupes, ou voire en one-to-one, inviter des personnes concernées par le projet, soit en interne, soit en externe, à concevoir, imaginer avec vous l'outil parfait. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Comment il devrait fonctionner? Quelles étapes sont les plus cruciales à automatiser? Quelles étapes sont les plus cruciales à simplifier? Et au contraire, quelles étapes ont déjà des solutions bien rodées, bien structurées? Et ça va vous aider à dégrossir très rapidement, en fonction du type de projet, la problématique, les habitudes existantes et potentiellement à connaître tout le contexte et les erreurs passées. Alors, quelques recommandations sur ces différents exercices.
Déjà, adaptez-le à votre projet, à votre public, à ce que vous avez à disposition. Là, je vous ai donné 3 idées d'exercices en fonction de 3 contextes, mais c'est pas forcément les bons dans votre contexte. À vous de faire ce travail. La deuxième recommandation, ça va être de toujours penser à inviter un public varié, surtout quand vous le faites en interne. Oui, certes, c'est bien d'avoir des clients finaux, des utilisateurs finaux, mais ça peut être hyper intéressant aussi d'aller récupérer des utilisateurs internes, des prospects, des commerciaux au sein de votre entreprise, des customer success ou des personnes du customer support au sein de votre entreprise, parce qu'ils vont avoir des points de vue très différents. L'utilisateur final, ça va bien sûr être basé sur quelle mission il essaie d'accomplir, mais quelqu'un de customer support peut avoir des problématiques qui lui ont été remontées de manière régulière ou voir des problématiques complètement différentes du client final et qui pourtant va l'impacter. Pareil pour la partie commerciale, souvent si vous faites notamment du B2B, très drivés par les équipes commerciales, vont avoir des besoins pour les démonstrations, pour la manière dont ils introduisent, ils présentent le produit. Et donc, c'est hyper intéressant de les connaître en amont pour pouvoir faire un produit qui va répondre à tous les acteurs qui vont interagir avec. La variété de points de vue, c'est vraiment ce qui assure une compréhension large de la problématique du sujet dans lequel vous êtes entré et évite d'avoir un point de vue trop focus sur un petit aspect spécifique de l'expérience utilisateur. Également, la dernière petite recommandation à cette étape, c'est de ne pas vous attacher à une idée dès maintenant. Vous êtes en apprentissage, vous êtes là pour découvrir le point de vue des gens et vous ne devez pas du tout commencer à biaiser dans une direction parce que c'est là où on risque de finir dans une direction qui était votre direction initiale mais qui n'était peut-être pas la bonne direction. Bon, maintenant qu'avec ce premier niveau de dérisquage, on a une compréhension générale, va falloir passer à l'action. Mais avant ça, petit détour afin de te parler de mon partenaire UX France. On en discute souvent, mais les projets concrets hors entreprise sont selon moi la seule bonne façon d'évoluer en design. Voilà pourquoi je travaille avec UX France. Ils proposent une formation en ligne sur 5 semaines avec des horaires fixes et des profs experts. Efficace, mais surtout pendant la formation, tu bosses sur un projet associatif concret. Tu rencontres des utilisateurs et tu crées un vrai prototype. J'ai moi-même été discuter avec des anciens élèves qui m'ont confirmé leur satisfaction. Il n'y a que 14 places disponibles, donc si ça t'intéresse, le lien est en description. La formation, elle délivre une certification RS reconnue par l'État et elle est éligible OPCO, France Travail et CPF. D'ailleurs, avec le plafonnement du CPF qui risque de venir, la session du 30 mars est probablement la dernière occasion de pouvoir utiliser vos crédits efficacement. Donc profitez-en maintenant en rejoignant la formation de mon partenaire UX France, le lien est en description. Revenons à nos moutons et parlons de la deuxième façon de dérisquer un projet ambitieux, ça va être les outils de challenge interne. Vous allez créer des concepts extrêmes et les partager en interne au sein de votre entreprise. Là, l'objectif, ça va être d'éliminer des pistes et de récupérer du feedback profond sur les besoins identifiés au sein de l'entreprise, les choses qui peuvent casser ou au contraire faire réussir le projet avec encore une fois une variété de points de vue. Petite note là-dessus, là on parle de 3 méthodes, pour autant vous n'avez pas besoin d'utiliser les 3 méthodes dans tous les cas. Probablement une ou deux des méthodes appliquées au projet va déjà suffisamment le dérisquer. Alors, comment on va faire ce challenge interne? Il y a 2 façons, en fonction de l'audience à laquelle vous allez parler. Si à cette étape de dérisquage, vous décidez de parler aux décideurs au sein de votre entreprise, donc les leaders des différents pôles de l'entreprise, la méthode que je vais vous recommander, c'est ce que j'appelle le live concept voting. Donc vous allez créer 2 à 3 concepts très différents, avec seulement 1 à 2 screens par concept qui vont permettre de l'illustrer. Et l'idée, c'est vraiment de faire un petit peu les 2 opposés, les 2 pôles finalement de la solution. Quelle pourrait être la solution dans un cas A et dans un cas B qui est tout à fait opposé pour créer de la réaction derrière. Potentiellement, une fois que vous avez créé ces 2 à 3 concepts, vous allez aussi préparer une petite présentation du contexte en parlant du public cible, de la concurrence, des objectifs chiffrés du projet. Mais attention, ce petit brief de contexte, il doit vraiment être là pour permettre aux gens que vous allez rencontrer en interne de comprendre le contexte du projet et de donner du coup du feedback intéressant par rapport à tout ça. Mais il ne doit pas faire transpirer votre point de vue sur la meilleure solution. Il doit vraiment mettre le testeur dans les bottes d'un décisionnaire éclairé et pas juste d'un allié à votre idée préférée. Et donc une fois que vous allez avoir en fait ce matériel de travail préparé, vous allez pouvoir organiser des meetings en one-to-one avec les différents décideurs, les différents stakeholders liés au projet, durant lequel vous allez leur présenter de manière bref le
contexte ainsi que les concepts, en leur faisant visualiser voilà, les différences entre les concepts, les pros et les cons de chaque concept, pour organiser derrière un petit temps de discussion avec la personne, savoir selon elle, selon son expertise dans l'entreprise, selon sa connaissance du persona, quelle serait la meilleure solution et surtout pourquoi cette solution pourrait être la meilleure. L'idée, ça va vraiment être d'aller chercher du feedback par rapport à ses enjeux à lui, par rapport à sa connaissance de l'utilisateur à lui ou à elle, et derrière, vous de pouvoir vous faire une connaissance encore plus approfondie sur les potentiels risques et intérêts. Le petit point sur ce genre de meeting qui est intéressant à la fin, c'est de demander un vote sur parmi ces 2 ou 3 concepts, si tu devais en choisir qu'un dans son aspect extrême, lequel choisirais-tu? Et là, ça va venir forcer à pousser les arguments jusqu'au bout et avoir, souvent une réponse un petit peu tranchante sur, bah, OK, il y a cet avantage-là et cet inconvénient-là, mais par rapport à notre user base, par rapport à l'historique de la boîte, celle-ci semble la meilleure pour telle et telle raison. Et donc le but, c'est vraiment de créer de l'argumentation, de créer de la longue discussion et pas juste d'avoir un vote. Si vous avez juste un vote, on va perdre vachement l'intérêt de l'exercice. L'intérêt de l'exercice, c'est d'avoir une explication du contexte et de l'historique de l'entreprise sur le sujet. Si au lieu de parler à une audience de décideurs, vous voulez plutôt parler à une audience large en interne, une méthode asynchrone va être en général bien plus adaptée. Vous allez reprendre cette même idée de créer 2 ou 3 concepts très différents, très extrêmes. Vous allez donner un titre à chaque concept qui va permettre aux gens très rapidement de s'y projeter, et derrière, vous allez pouvoir organiser en asynchrone des petites sessions, où, les personnes de votre entreprise vont pouvoir venir voir en autonomie les différents concepts, les regarder, les observer, mettre des feedbacks, des notes. Alors ça peut être sous forme de post-it en physique ou de post-it numérique, si vous le faites sur un whiteboard, pour dire: «Ah tiens, cette chose m'intéresse, cette chose, je ne la comprends pas, cette chose, j'y vois un avantage ou un inconvénient». Donner voilà 5 minutes d'analyse qui leur permet de comprendre et d'identifier les avantages et inconvénients de chaque concept, et derrière réutiliser cette méthode de vote pour, finalement, si tu veux recommander une solution pour nos clients, laquelle, recommanderais-tu? Donc voilà, c'est vraiment le même concept qu'avec les décideurs, sauf qu'avec les décideurs, je recommanderais plutôt des meetings one to one sur un petit format de 15 minutes, une demi-heure, qui va permettre d'aller plus dans la discussion, plus dans le détail. Alors que si vous faites avec beaucoup de monde, une audience plus large, ça va être intéressant de faire de la synchrone parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de volume. Petite astuce là-dessus, ça va être intéressant de différencier les profils, quel type de profil au sein de votre entreprise a donné quel type de feedback, parce que souvent, une équipe produit, une équipe customer support ou une équipe sales va pas donner les mêmes feedbacks en leur donnant par exemple une couleur de post-it ou de vote différent qui derrière, pendant votre analyse, va vous permettre d'identifier un petit peu ces patterns par rapport aux différents profils qui ont pu donner leur avis. Voilà. Que sur ces 2 exercices, mes recommandations vont être les mêmes. Pousser vraiment les concepts à leur extrême. Le but, c'est de générer du feedback à cette étape, pas de proposer une solution qui est déjà entre deux, qui fait déjà beaucoup de concessions. Parce qu'avec une solution, trop plate, qui est souvent d'ailleurs la bonne, hein, mais vous allez avoir plus de mal à générer du feedback fort, à générer des prises de position fortes. Donc, à cette étape, n'ayez pas peur d'aller trop loin. C'est à la prochaine étape, vous allez pouvoir rationaliser ça et trouver un juste milieu. Également, dans les 2 cas, vous êtes facilitateur, vous n'êtes pas partie prenante. Le but, c'est de laisser les gens critiquer, de laisser les gens partager leur savoir, leurs connaissances, pour prendre une décision éclairée. Donc ne faites pas transpirer votre avis. À cette étape, vous ne savez rien. Et enfin, on peut se sentir très rapidement, submergé par, ces dizaines, potentiellement, de feedback, mais il faut toujours se rappeler qu'un feedback n'est qu'un feedback. Votre responsabilité en tant que designer, c'est d'extraire l'info cœur, de filtrer le bruit, de choisir les bons éléments pour l'intégrer dans une solution finale. Donc c'est le travail de votre analyse, justement, de synthétiser les feedbacks, de supprimer tout ce qui n'est pas si intéressant, pas si critique que ça. Voilà, ne vous sentez pas obligé d'implémenter 100 des feedbacks, ce ne sera pas possible dans la majorité des cas car tout le monde a un avis différent, et voilà, faut accepter que notre travail est aussi en partie, d'être un filtre. Enfin, si ces 2 méthodes vous ont pas suffi ou ne sont pas adaptées à votre contexte, des fois il va falloir, mais c'est même une chose que je vous recommande à faire en général, mais sur ces gros projets, on va souvent avoir besoin d'un petit peu plus de temps, un petit peu plus de préparation pour éviter de vendre des choses qui sont complètement fausses à notre futur, client final, utilisateur final. Mais bien évidemment, challenger nos solutions, nos concepts avec les utilisateurs finaux,
sont souvent une très bonne solution. C'est la dernière façon de dérisquer, tester avec l'utilisateur final. Là, on va plutôt souvent être sur un objectif de validation de la solidité de la solution. Donc, on va avoir plusieurs méthodes aussi. Toutes les méthodes qu'on a discutées en interne peuvent aussi fonctionner en externe, hein, faire partager des concepts, faire critiquer de l'existant, bien évidemment, c'est de la user research assez classique. Toutes les méthodes d'user testing d'ailleurs, hein, plus classiques, user interview, user test, classage de cartes ou autre, tout peut fonctionner. On a déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus. Bien évidemment, tout ce qui est test asynchrone via des outils comme Maze peut aussi très bien fonctionner, plutôt pour faire du test d'utilisabilité. Ah voilà, il y a plein d'épisodes dédiés à la user research plus classique, parmi les 400 derniers épisodes de Parlons Design, donc je vous laisserai aller creuser là-dedans. Ce que je voulais vraiment qu'on regarde aujourd'hui ensemble, c'est, voilà, quand on a des projets ambitieux au sein d'une entreprise, ça peut souvent venir faire peur et donc venir le challenger en interne via les autres méthodes. C'est souvent une bonne façon déjà d'avoir une première base solide, une première direction solide et aussi, de venir intégrer, les stakeholders dans votre projet, leur faire prendre confiance en le projet. Mais bien évidemment, hein, il ne faut surtout pas l'oublier, aller tester avec l'utilisateur final. C'est souvent là où on aura quand même les meilleures réponses, les informations les plus fiables, les plus représentatives. Donc voilà, ça en fait forcément partie et je voulais, quand même garder une petite partie là-dessus dans cet épisode. Bref, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça aura pu vous aider si vous êtes actuellement justement dans un projet à risque. Il y a plein de façons, hein, de dérisquer un projet. Chaque projet est unique et donc chaque solution, chaque stratégie est différente pour résoudre le projet. Les solutions qu'on a évoquées là peuvent vous convenir, mais peut-être pas. Donc n'hésitez pas bien évidemment à créer votre solution sur mesure par rapport à votre contexte d'entreprise, par rapport à votre contexte pro du projet, du sujet que vous êtes en train d'essayer de tacler. Là, c'est des pistes, mais comme pour chaque épisode, hein, l'idée c'est de vous partager justement des pistes, vous aider à réfléchir et à structurer votre pensée, mais à vous de vous faire votre propre avis et de créer la bonne solution par rapport à la problématique que vous essayez de tacler. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. On repart sur un rythme d'un épisode par semaine, comme toujours, pour cette saison 9. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur le podcast, sur les plateformes de podcast. Ça aide à mieux le référencer, à le faire connaître à d'autres designers ou product people. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et forcément, ça me motive beaucoup à continuer. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.